c'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais parler de domination et de soif de pouvoir. Alors, j'aimerais que vous nous aidiez à mieux comprendre, au fond, d'où vient la soif de pouvoir. Entre autres, dans les relations de couple, on voit beaucoup de lutte, de pouvoir dans les couples. Pas que, mais bon. Alors, j'aimerais que nous comprenions mieux ceci. Alors, parlez-nous un peu de qu'est-ce que c'est cette soif de pouvoir-là? Bon. Ou est-ce qu'on est mieux de commencer par est-ce que la soif de pouvoir, c'est la même chose que la domination? Non. Est-ce que c'est le produit de l'un ou non? Okay. Non. Donc, la soif de pouvoir donne lieu à la fois à la domination et à la manipulation. Donc, la domination, c'est un peu la face mâle du pouvoir et la manipulation, un peu la face femelle du pouvoir. OK. Donc, lorsque je dis mâle et femelle, déjà, les gens vont dire, oui, mais c'est pas vrai que les femmes sont seulement manipulatrices, certaines sont dominatrices. Non, je dis polarité mâle et femelle, non pas en tant que il n'y a que les hommes qui font ceci, il n'y a que les femmes qui font cela, mais que ce sont des caractéristiques dont la polarité psychique et énergétique est, on pourrait la dire, genrée, parce que lorsque les énergies se conforment à un mode d'opération mâle, ces énergies sont beaucoup en émission. OK. Comme par exemple, nous avons les initiés qui sont mâles, qui sont toujours en émission de nouvelles choses dans le monde. OK. Ils sont en émission, et donc la domination, c'est un pouvoir émis. OK. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la personne qui domine va utiliser la force contre l'autre. Donc, elle pousse l'autre à faire quelque chose. OK. Elle s'exerce contre l'autre pour le contraindre ou le forcer à se conformer à sa volonté. OK. Donc, ceci, c'est mâle. OK. C'est une circulation d'énergie mâle, c'est-à-dire une émission dans le monde de quelque chose. OK. Et la manipulation, elle est femelle. Donc, la circulation d'énergie, ou disons la polarité femelle de la circulation d'énergie, c'est le fait de tirer une énergie, d'attirer une énergie, de prendre une énergie en soi, d'accueillir une énergie. Donc, ceci, c'est femelle. OK. Émission-réception. C'est ça, émission et réception. Et la manipulation, c'est une réception énergétique. OK. Est-ce que c'est une récupération astrale de l'énergie femelle féminine ou non? Il ne s'agit pas d'une énergie féminine ou une énergie masculine. Il s'agit d'un mode masculin. OK. Au sens cosmique du terme. Donc de circulation de l'énergie et un mode féminin au sens cosmique du terme de circulation de l'énergie, les deux étant complémentaires. OK. Bon. Donc, le mode femelle de circulation de l'énergie, c'est d'accueillir, donc de recevoir. Et donc, la manipulation, c'est fondé sur la réception. OK. Donc, je voudrais que tu m'amènes ceci. Donc, on demande à l'autre. Mais ça peut être, donc, cette manipulation, ça peut être autant du pouvoir que la coercion dominatrice. OK. Vous êtes autant du pouvoir que de la coercion. Est-ce que le pouvoir, c'est positif, la coercion, c'est négatif? Non. La coercion et la manipulation, c'est-à-dire la domination et la manipulation sont deux facettes du pouvoir. OK. La domination, c'est la facette mâle et la manipulation, c'est la facette femelle. Mais je ne dis pas mâle et femelle en disant homme et femme. Oui, l'homme est mâle et utilise plus des façons mâles de manifester son énergie, et la femme est femelle et utilise plus des façons femelles de manifester ou de circuler l'énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut faire qu'un et qu'un homme ne peut faire que l'autre. OK, je comprends. Malgré que dans certains cas, oui. Bon, tout ceci pour dire que la manipulation est autant une manifestation de soif de pouvoir que la domination. OK. Donc, dans les deux cas, la personne
donc manifeste un désir de sentir ou de manifester ou de vivre son pouvoir sur l'autre. OK. Et en effet, les relations de couple sont très empreintes de jeux de pouvoir. Mm-hmm. Je dois ouvrir une parenthèse ici. Il y a des gens qui disent qu'il faut dépolariser et que la dépolarisation, c'est le summum de la conscience ou bon, un peu tout ça. Mm-hmm. Mais je dois émettre ici un avis contraire, disons-le ainsi, surtout au niveau de ces polarités dont je parle, qui ne sont pas des polarités comme le positif et le négatif, le bien et le mal. Mm-hmm. Donc la polarité mâle et la polarité femelle de la gestion de l'énergie sont des modes de gestion de l'énergie, non pas que un est meilleur que l'autre ou que un est positif et l'autre est négatif et qu'il faudrait éliminer ces deux choses-là. Mm-hmm. Donc éliminer le féminin et le masculin, c'est un des grands, si on veut, désirs du satanisme. Mm-hmm. Donc c'est d'éliminer la richesse que chacun peut apporter dans le monde, éliminer donc les particularités de la façon d'amener de la richesse dans le monde que chacun possède. Mm-hmm. Donc, vous voulez parler dans le couple? Non, vous voulez parler en général, mais bon, je viens d'aborder le couple, donc je vais continuer dans cette lancée. Et énormément donc de relations de couple sont fondées sur le pouvoir ou le désir d'avoir du pouvoir et de manifester son pouvoir sur l'autre. OK. Avant de continuer, j'aimerais vous lire le témoignage d'une personne qui s'est procuré Psyance et a participé à un atelier de travail. Pour vivre dans ce monde, il faut être armé pour rentrer en combat afin d'arracher le voile qui nous plonge dans l'obscurité. Psyance est un outil indispensable pour avancer sur ce chemin. C'est la première fois que j'ai réellement pris conscience qu'il était possible de retrouver notre réalité grâce à cette œuvre, et j'en remercie grandement l'auteur. Par contre, non pas sans peine, acharnement et volonté, car il y a énormément à faire, surtout pour une personne comme moi, qui a été bercée pendant de nombreuses années dans la spiritualité. Alors à nous de découvrir comment s'en servir au mieux pour se libérer de l'esclavage occulte et reprendre nos droits et notre identité, en décortiquant et dépouillant notre conditionnement. Un combat difficile à mener mais qui vaut la peine de persévérer. Un mode de combat contre l'invisible s'impose pour aller chercher la victoire. Les ateliers proposés sont un énorme soutien et l'éclairage répond parfaitement à nos questionnements. Bon, ce désir ou ce besoin psychologique d'avoir du pouvoir sur autrui, ce n'est pas un besoin psychologique d'avoir du pouvoir sur autrui. Okay. C'est une manifestation ou une reprojection, comme j'aime à dire, d'un vide dans l'âme sur l'autre, simplement parce que l'autre est la personne la plus disponible à notre emprise. OK. Mm-hmm. Donc, un être qui souffre de ce vide dans l'âme, qu'il voudra compenser par le pouvoir, s'il n'a pas de partenaire de vie, va le faire avec d'autres personnes. Mm-hmm. Soit dans sa famille, soit au boulot, soit, bon, peu importe. Ou les deux. Je dis parce qu'il y a des luttes de pouvoir dans tous les domaines de nos vies. Voilà. Il y a des luttes de pouvoir partout. Et pour un être sensible, ça peut être très épuisant. Mm-hmm. Bon. Ouais. Mais ce besoin psychologique ou cette reprojection du sentiment de vide à l'intérieur de l'âme, donc, pour le comprendre, il faut bien saisir c'est quoi ce vide. Mm-hmm. Donc, si l'être a un vide qu'il transporte avec lui partout, un vide au cœur de son âme, on doit se demander, mais qu'est-ce qui l'a amené à créer ce vide ou pourquoi est-il atteint de ce vide? Mm-hmm. Et ce vide, qu'est-ce qu'il est? Il est l'absence de lui-même dans lui-même. OK. L'absence de soi dans soi. OK. Donc, il manque une partie. Il manque, en fait, la personne. Qu'est-ce qui manque? Donc, ce qui manque, c'est la substance de l'être au cœur de l'être lui-même. Et là, on va dire, mais comment ça se peut? Et la réponse, c'est parce que l'être s'abandonne lui-même.
OK. Lorsque l'on est petit enfant, on n'a pas ce vide. Donc, on n'a pas, je dis petit enfant. Oui, très petit. Parce qu'on apprend de plus en plus tôt à avoir un vide et là, à manipuler les autres pour remplir ce vide. OK. Donc, à faire une crise au supermarché pour avoir les bonbons, alors qu'on sait que le parent va flancher plus rapidement que si on fait une crise à la maison, parce qu'il il y a tous les yeux de tout le monde qui se tournent vers nous, et la maman se sent gênée, elle va céder à notre crise de petit enfant gâté, mais avant d'avoir appris ceci, on ne fait pas ça. Bon. Alors, pourquoi on apprend à faire ceci? Parce qu'on apprend à s'abandonner soi-même. Okay. C'est-à-dire cesser d'être ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on apprend à se comporter et à se conformer à des dictées, des influences, des données, toutes sortes de paramètres qui ne viennent pas de soi-même, mais qui viennent de l'extérieur. Donc, l'extérieur dicte au petit enfant, ne sois pas comme ceci, sois plutôt comme cela. Ne parle pas comme ceci, mais parle comme cela. Cesse d'être toi-même et sois comme nous voulons que tu sois. Et là, il y a des parents qui écoutent ceci et ils vont commencer à s'énerver un peu que je dise ceci parce qu'ils vont dire oui, mais on ne peut pas laisser un enfant hurler. Si un enfant parle trop fort, on doit lui dire mais tu parles trop fort. Oui, ceci c'est véridique et ce n'est pas ce dont on parle. Apprendre à savoir vivre en société, c'est une chose, mais reprocher à quelqu'un d'être comme il est, c'est une autre affaire. Oui, parce que là, le parent va ajouter des qualités des critères, entre guillemets, de comportement. C'est-à-dire, voilà. par exemple, sois plus douce, ou, sois plus gentil, ou etc., etc. Donc, ce savoir-vivre est transformé, encadré de plus en plus, délimité par toutes sortes de termes. C'est ça, paramétré de mille et une façons. Et là, ce n'est plus simplement du savoir-vivre, mais c'est mais toi, on te donnera pas de tâches supplémentaires parce que tu ne fais jamais de problème. Alors, la personne apprend à se garder fermée comme une huître pour ne jamais causer de problème, pour ne pas avoir de tâches supplémentaires, par exemple. Mais ceci l'empêche d'exprimer qui elle est, par exemple, et de manifester qui elle est, et ceci la change. Donc, elle a acquis l'impératif de ne pas manifester ce qu'elle est. Donc, ceci crée et entretient le vide. Donc, ceci bâtit le vide à l'intérieur de soi parce que à l'intérieur d'elle-même, elle ne s'autorise plus à se remplir de ce qu'elle est pour manifester ce qu'elle est. Elle dit plutôt, je dois me garder tranquille. Étouffer ce qu'elle est pour ne pas le manifester de façon à ne pas causer si on veut, d'attention excessive portée à elle. Bon, ceci, c'est un exemple, mais il y a mille et une façons dont ceci, ça peut se répercuter. Et ceci, par exemple, une autre façon de créer le vide chez une personne, c'est de la laisser se divertir devant la télé, par exemple. Et là, la stationner, comme on dit au Québec, devant la télé, devant ses dessins animés, et la laisser donc s'évader là-dedans. Et qu'est-ce qu'elle fait, la jeune personne stationnée devant un écran? Instantanément, elle se projette dans le monde qui lui est présenté. Donc, elle n'habite plus son corps. Elle n'habite plus son aura. Sa conscience est transposée dans le monde fictif qu'on lui présente. Donc, elle s'est abandonnée. Intéressant. Elle s'est laissée derrière elle-même. Elle a créé le vide en elle. Et ce vide, il sera habité par des entités. Il sera habité par mille et une choses sur lesquelles elle n'a aucun regard, aucun discernement, aucun pouvoir exécutif ou de décision, puisqu'elle est dans le monde fictif présenté à elle à l'écran. Et là, ceci, on va dire, mais voyons, ce n'est pas si grave. Mais oui, c'est grave. Parce qu'elle apprend à ne pas être elle-même. À être dans le monde fictif
et à remplir son intérieur d'un vide qui contient on ne sait trop quoi. Et c'est ce vide, donc cette absence d'elle-même, qui cause plus tard le besoin du pouvoir, c'est-à-dire le besoin, par exemple, d'attention. Je n'existe que si les gens s'occupent de moi. Alors, je fais tout ce qu'il faut pour qu'on s'occupe de moi. Et ça fait des enfants qui sont pas toujours agréables. Oui, tout à fait. Et donc, ce vide dont vous parlez, bon, il est ressenti par la personne. Si la personne a un peu de conscience, oui. Si elle commence à se brancher un peu sur son propre état intérieur, oui. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils ressentent. OK. Oui, je comprends. Et donc, ce vide, bon, dans l'inconscience, peut se manifester par, comme vous dites, la domination ou la manipulation pour essayer de retrouver un pouvoir, c'est ça? De sentir à l'intérieur de soi qu'on a une certaine importance. Parce que lorsque l'être est habité par un vide, il se sent vidé. Il se sent vide, il se sent sans puissance, sans importance. Donc, s'il se sent ainsi, il va vouloir faire quelque chose pour confirmer qu'il a de l'importance ou de la puissance. Donc, il va dominer l'autre ou il va manipuler l'autre. Et c'est plus facile pour une femme d'utiliser la méthode féminine de circulation de l'énergie, c'est-à-dire de manipuler, et c'est plus facile pour le garçon d'utiliser la méthode masculine de circulation de l'énergie, c'est-à-dire la domination. Dans les deux cas, ceci, on va dire domination et manipulation, c'est négatif. Oui, c'est négatif dans le sens où ça s'applique à autrui pour créer l'impression d'importance chez soi-même. C'est ça, on exerce une force sur l'autre pour soi-même, pour combler quelque chose chez soi-même. C'est ça, pour combler un manque sentimental ou un manque de sentiment ou un manque d'un sentiment, c'est-à-dire le sentiment d'importance que l'on a au fond de soi-même. Donc, et dans les couples, ben ceci, ça peut devenir dévastateur. Oui. Puis ces luttes de pouvoir-là peuvent se passer de mille et une façons. Là. Dans un couple, ça va de faire des reproches parce que l'un n'a pas fait la vaisselle ou l'autre n'a pas sorti les sacs de vidange, etc., etc. Bon, il y a mille et un reproches ou petites guerres qui se font, qui se déclarent. Anecdote à ce sujet, j'ai une fois adolescent, je vais chez un collègue de classe et il y a une douzaine de gros sacs d'ordures qui remplissent le salon et ça pue. OK. Et là, moi et un autre copain à lui, nous sommes là, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pourquoi les ordures sont dans le salon? Et là, l'autre nous explique, oui, mais mon frère n'a pas sorti les poubelles lorsque c'était son tour. Alors moi, je ne l'ai pas fait pour protester. Alors ma mère l'a pas fait pour protester. Alors mon frère l'a pas fait pour protester. Et là, ça fait 4 semaines ou 12 semaines ou je sais pas quoi. OK. Et la maison puait les ordures pour protester qu'un avait manqué son tour. Alors, bon, ça ne volait pas haut, comme on dit au Québec, mais on peut voir que le besoin de pouvoir, ça peut aller loin et amener à faire des folies qui sont complètement irrationnelles. Oui, absolument. Quand on dit vouloir, on veut toujours avoir raison. C'est une manière d'exprimer aussi cette soif de domination, cette soif de pouvoir. Oui, c'est encore une fois une tentative de se donner de l'importance parce qu'on a le sentiment qu'on n'en a pas. Donc, si on regarde les gens, bon, autre anecdote, une fois je suis dans un bar avec un collègue de travail et il dit, peut-être nous pourrions, si je peux convaincre et le propriétaire de l'endroit et le chef de l'entreprise de faire la fête de fin d'année ici, nous pourrions avoir peut-être la petite mezzanine en haut comme club privé et contrôler qui vient et qui va. Là, je le regarde et je me dis, mais mon Dieu, pourquoi? Quel est le but de ceci? Je ne comprends pas. Ah oui. Et il me regarde et il dit, mais pouvoir contrôler les gens.
je veux dire, cette espèce de désir de contrôle, de pouvoir, tout ça, je veux dire, c'est omniprésent, là, c'est dans tous les gestes, toutes nos relations. Je veux dire, Voilà. c'est ce qui caractérise à peu près toutes nos interactions. Oui. À la limite. Ou presque. Donc, lorsque il m'a dit ceci, bon, j'ai vu là où il se situait, mais c'est quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent, là. On ne dit pas quelqu'un qui est un tout nu dans la rue, là. C'est quelqu'un, donc, qu'on pourrait dire, oui, mais tu gagnes suffisamment d'argent pour te donner le sentiment que tu as de l'importance, mais non. La psychologie dans l'ego a besoin de toujours plus. Elle est accro à plus. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui est peut-être même un milliardaire, connu de toutes les personnes de la Terre, peut être encore autant proie à une soif de pouvoir et d'importance que le concierge qui remarque qu'on ne s'occupe pas de lui et qu'on ne fait pas attention à lui dans l'école. Mm-hmm. Vous voyez? Mm-hmm. Donc, oui. Ce n'est pas une question de quel est votre statut et ceci va nous dire combien vous avez soif de pouvoir et de domination ou de manipulation. Ça n'a pas de Mm-hmm. commune mesure. Mm-hmm. Donc, pour revenir. Mm-hmm. On parlait de comprendre la domination et la soif de pouvoir. Donc, ça vient d'où tout ça? Ça vient, dans le fond, d'un sentiment d'impuissance. Ben voilà, parce que le vide au fond de soi-même, c'est essentiellement un besoin qu'on pourrait dire, bon, un besoin psychologique et illusoire, mais un besoin avec un B majuscule, on pourrait dire, parce que c'est un vide. Mm-hmm. Donc, on a beau pelleter richesse, admiration, popularité, ce que vous voudrez Mm-hmm. dans ce vide, Mm-hmm. il est par définition un vide. Un trou noir. Oui. On peut mettre la terre entière dedans et ça sera encore vide. Mm-hmm. Parce que c'est un vide. La seule chose qui peut remplir ce vide, c'est l'identité. Mm. Parce que c'est la seule chose qui va là. Ah oui. Okay. C'est la seule chose qui va dans cet espace, dans notre être, c'est soi-même, c'est la substance de qui on est. Mm. Mais dès que l'humain apprend à vivre en relation avec le monde autour de lui, c'est-à-dire à se regarder à travers les yeux du monde autour de lui, ou à se demander comment il est perçu par l'extérieur, il s'absente de son centre. Mm. Il crée ce vide, et une fois qu'il a installé ce vide est là. Ouais. Donc, il a installé une façon de procéder, si on veut, à sa vie, qui entretient le vide. Mm-hmm. Alors, il en devient esclave tout de suite. Étant esclave de ce vide, il ne peut se sentir puissant que s'il fait souffrir quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Là, il peut se sentir puissant dans cet instant, et l'instant suivant, c'est passé. Alors, il a besoin de répéter l'expérience. Mm-hmm. Donc, ça, c'est le problème. Donc, lorsque je dis, et j'ai dit très souvent, que l'humain souffre d'un problème d'identité, c'est ceci que je veux dire. Mm. C'est-à-dire que l'humain qui n'est pas au centre de son identité va se comporter ainsi. Il va avoir des relations, donc, qui vont porter l'empreinte de manipulation et de domination. Il va avoir des relations qui sont empreintes de négociation ou d'un côté, si on veut, transactionnel, etc., mais il ne sera jamais vraiment satisfait. Donc, un être qui n'est pas au centre de son identité ne peut pas être satisfait dans la vie, peu importe comment il est arrangé, peu importe comment son existence se déroule, peu importe sa situation financière, peu importe quoi que ce soit, il ne peut être satisfait. Il n'y a qu'une identité, donc, qui peut satisfaire l'humain. L'identité, évidemment, ce n'est pas d'exercer un pouvoir ou une domination, d'accumuler des objets, de la richesse ou bon, peu importe. Et ce n'est pas non plus faire le personnage. Donc, l'identité, c'est beaucoup plus authentique que n'importe quel personnage. Donc, il y a des gens qui croient que, bon, si je porte un chapeau un peu comme ceci dans cet angle, là, j'ai de l'identité. Non, tu as du style peut-être, au mieux tu as du style, mais tu n'as pas d'identité. L'identité, bon, si au lieu de porter un chapeau, tu te fais raser la tête, tu as quand même l'identité. Ça ne t'affecte pas.
Ok. Donc, si au lieu d'être habillé dans une belle robe, tu as une salopette pleine de peinture, tu ne te sens pas moins bien parce que tu es dans ton identité. Donc, la robe ou l'habit ne change pas ton identité. Mais si tu n'as pas d'identité, la robe ou l'habit vont tout changer. Et est-ce qu'on peut dire que y a-t-il des gradations de vide? C'est-à-dire, peut-on dire qu'une personne a un trou Oui. noir ou un vide, plus le trou noir est énorme, plus son impression de devoir le remplir par de la puissance ou du pouvoir exercé sur l'autre est grande? Oui, tout à fait. OK. Donc, on a un grade relativement bas, c'est le narcissisme, OK. qui est doux et gentil. Ah bon? Et puis, on a un grade plus élevé, les grands tyrans politiques. Mm. Un grade plus élevé encore, nous avons les grands satanistes, OK. Mm-hmm. comme les banquiers. Mm. Les grands banquiers de ce monde sont parmi les plus des vides. Ils ont véritablement des trous noirs. Ils fomentent les guerres et se réjouissent de voir des millions d'humains se faire exploser et se faire détruire. Mm. Donc, c'est à travers ces personnes que le monde de la mort exerce son influence la plus destructrice, la plus évidente dans sa destructivité chez la race humaine. Mais ultimement, ça, c'est un cul-de-sac. Je veux dire, Oui, c'est ça. Il n'y a rien pour qui que ce soit dans cette direction psychique. C'est destructeur. C'est uniquement destructeur. C'est ça. Donc, un être qui a un petit vide peut facilement se retrouver avec un peu plus grand vide, et un peu plus grand vide, et un peu plus grand vide, et un peu plus grand vide. Mais il n'arrivera jamais il aura beau donc obéir à ce vide de plus en plus grand et commettre des gestes de plus en plus dévastateurs pour les autres autour de lui, et se donner l'impression qu'il en jouit de plus en plus puissamment. Il est de plus en plus vide en son cœur, en son centre, et il n'a jamais la paix. Donc, il pourra crever et un jour son âme sera récupérée et ramenée ici, et il sera à nouveau un tyran ou encore pire, un banquier. Donc, pour sortir du problème que crée ce vide, cette soif éternelle de pouvoir, de domination et de manipulation, il n'y a que l'identité, c'est-à-dire un processus inverse du vide, c'est-à-dire remplir cet espace au cœur de notre être de ce que nous sommes, et non pas de ce que nous croyons que nous sommes, et non pas de ce que nous avons l'impression que nous sommes. C'est pour ça que nous sommes toujours à la recherche de quelque chose. Voilà. Nous sommes toujours à la recherche de quelque chose à l'extérieur de soi-même, pour combler ce vide qu'on a à l'intérieur de soi-même, mais ce vide qu'on porte à l'intérieur de l'ego, il n'y a que l'identité réelle et cosmique de l'être qui peut la remplir, et ceci, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Et quand vous parlez de processus inverse, ce que ça me dit, c'est aussi que c'est pas une question, comme vous dites, on ne peut pas remplir ce vide, c'est en fait, on doit désemplir, on doit se défaire un peu de tout ce qu'on a pensé y mettre, y déposer, pour retrouver son identité, ou en fait, je sais pas, on peut... Ce que vous dites, c'est intéressant. Je le dirais ainsi, si vous permettez, que ce vide mène en quête de complétion, et que on peut avoir l'impression de le remplir avec un peu de domination ici, un peu de manipulation là, un peu de gain financier ici, un peu de popularité là, et on a l'impression que ça comble ou que ça compense, si on veut, que ça adoucit le vide, le sentiment du vide que l'on vit, mais c'est toujours temporaire. Et à force de faire ceci, l'humain en vient à croire qu'il est ces choses. Qu'est-ce à dire? Ben, je suis un peu manipulateur, je suis un peu cupide, je suis un peu ci, je suis un peu ça. Il va se dire ça parce qu'il a fait ces choses et que ces choses l'ont fait sentir temporairement un peu mieux. Donc, il s'associe à ses idées. Et si un être a besoin de s'associer à une idée, c'est par définition ce qu'il n'est pas. Donc, il crée l'impression qu'il est ce qu'il n'est pas, et ceci entretient le vide. Donc,
va devoir détruire ses allégeances mentales à des idées et à des patterns de comportement pour découvrir que ce vide, au fond, ne recherche qu'une seule chose, lui-même. Mais qui est lui-même? Il n'a pas besoin de le savoir. L'identité ne peut jamais être sue. Elle peut être vécue, car on peut être identité. On ne peut pas savoir identité ou connaître identité, parce que l'identité, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une pensée. Donc, on ne peut jamais connaître une identité. On peut simplement être une identité et vivre une identité. Oui, on peut seulement la vivre, la connaître au fur et à mesure, c'est-à-dire ça se passe tout le temps dans l'instant, n'est-ce pas? Oui, mais on ne peut pas la connaître. Vous avez dit connaître. On ne peut pas la connaître. Ah, je m'excuse. Non, mais on ne peut pas la connaître. Véritablement. Donc, si on dit, par exemple, mais il est arrivé tel truc et j'ai fait ça. Et là, on dit, je me connais en faisant ça. On commet une erreur. On commet une erreur parce que on a fait ça dans cet instant-là, mais ça ne veut pas dire que si quelque chose de similaire se produit à une autre occasion, qu'on va faire encore ça. Ah oui. Mais si on croit que c'est ce qu'on est, là, on va faire encore ça parce qu'on a une allégeance à cette idée que nous sommes ainsi. Ah oui, je comprends. Et là, c'est là qu'on induit les patterns, et c'est là qu'on induit le comportement programmé, c'est une programmation, et c'est là qu'on s'abandonne soi-même, on abandonne l'identité pour entrer dans la programmation, dans le caractère, dans la personnalité, qui sont tout sauf ce que nous sommes réellement. OK. Très bien, merci. Excellent éclairage. À bientôt. Ça fait plaisir. Saviez-vous que chaque fois que vous faites un j'aime sur nos vidéos, une entité astrale reçoit une baffe? Et oui, c'est scientifiquement prouvé. De plus, l'algorithme de YouTube montre notre contenu à plus de gens. Alors, nous vous remercions infiniment de faire un petit j'aime et, si le cœur vous en dit, de partager nos vidéos. Merci.